Bonjour Nadia, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Merci d'être donc aujourd'hui pour ces enjeux-là, les enjeux de territoire. Pour commencer notre entretien, difficile de ne pas vous demander un peu quel est votre état d'esprit actuel face au contexte que nous connaissons, alors qu'une crise de logement et de la construction neuve sans prince s'est installée, et puis aussi ce qu'aujourd'hui il se passe. Quel est votre état d'esprit ? Alors, je pourrais le résumer avec peut-être deux mots, inquiète et déterminée. C'est-à-dire inquiète parce qu'on traverse effectivement, vous l'avez dit, une crise du logement très très dure, aussi bien une crise de l'offre avec une chute de la construction qu'une crise de la demande avec une augmentation très rapide des taux d'intérêt qui ont désolvabilisé beaucoup de ménages. Donc on voyait poindre une baisse des taux il y a quelques semaines qui est repartie à la hausse avec la conjoncture politique qu'on connaît. Et on est un secteur qui a besoin de stabilité. Construire du logement, c'est sur du temps long. Et c'est vrai que ces instabilités... Le temps politique, le temps économique n'est pas celui du temps de la construction. Perturbe un petit peu notre secteur d'activité qui déjà était vraiment dans la tourmente. Donc une inquiétude, mais déterminée aussi parce que chez Action Logement et avec, je dirais, une volonté, une détermination forte des partenaires sociaux de rester dans l'action, de mobiliser tout ce qu'on peut mobiliser justement au service du logement de nos concitoyens, du lien emploi-logement. Donc en plein milieu de la crise l'année dernière, on avait été parmi ceux qui avaient tiré la sonnette d'alarme, mais on ne s'était pas contenté de faire ça. On avait aussi lancé un plan de rachat de 30 000 logements pour l'emploi, qui a été un succès puisque c'est 34 400 logements qui ont été acquis auprès des promoteurs et qu'on continue d'ailleurs à maintenir des ambitions très très fortes en matière de développement parce que les besoins y sont présents et on doit justement s'adapter au mieux avec les outils qu'on a pour proposer des solutions de logement. Justement, alors, en termes d'outils, aujourd'hui, la dissolution de l'Assemblée, nombreux projets de loi étaient en cours. Tout cela est suspendu, sans rentrer dans des considérations politiques, sans ce qui va savoir. Personne ne sait en plus ce qui va se passer dans quelques semaines. Qu'est-ce que ça nous dit aussi quand même de la place de l'État dans la politique du logement ? Comment est-ce qu'on peut envisager de continuer à avancer toujours quand même, puisqu'on le disait, le temps politique n'est pas celui, le temps de la construction. Donc ces leviers, c'est être au plus près des territoires. C'est beaucoup parlé d'une décentralisation. Aujourd'hui, on parle plus d'une territorialisation. Je pense qu'on va voir tout à l'heure deux exemples très concrets de solutions locales. Le logement, par nature, c'est une politique ultra-territoriale. Un immeuble, il est quelque part. Le logement social, j'allais dire encore plus. Et on va appréhender ensemble justement les enjeux qui sont les enjeux actuels et qu'il va falloir traité assez rapidement. Vous l'aviez bien décrit dans l'intitulé de cette séquence avec des enjeux qui sont sociétaux, des enjeux environnementaux, des enjeux économiques. On a des tendances de fond, c'est-à-dire qu'il y a une conjoncture difficile, mais il y a des tendances de fond qu'il faut pouvoir intégrer et trouver des réponses au niveau local. Ça, c'est indispensable. Après, oui, il y a beaucoup de choses qui ont été stoppées, donc il va falloir relancer une dynamique. Mais quand on regarde les enjeux sociétaux, vous les décriviez très bien. On a la question de la démographie, c'est-à-dire des zones où on a une forte croissance démographique, d'autres où on est plutôt en déprise, avec un vieillissement de la population, ça c'est partout sur le territoire, des cellules familiales qui sont plus petites, avec un phénomène de famille monoparentale, de ce qu'on appelle le desserrement de la population, qui nous conduisent du coup à devoir avoir des solutions de logement avec des typologies différentes. Et quand on construit un logement, c'est pour 50 ans, donc il faut qu'on prépare aussi ces évolutions et pouvoir adapter l'offre existante aussi à ces nouveaux besoins sociaux. Vous parliez des migrations planétaires, donc là aussi on a des nouveaux publics qu'il nous faut accueillir dans des logements, qu'il nous faut intégrer. Et les enjeux environnementaux qui sont devant nous, ils ne vont pas nous attendre. Ça,
on en a déjà parlé ensemble, mais c'est vrai que le changement climatique, il est là. Et on ne peut pas se dire on revient dans 3 ans pour s'en occuper. Donc c'est maintenant, on l'a vu fortement. On le ressent en plus dès maintenant en fait. On le ressent, on l'a vu au moment de la crise énergétique, avec la hausse des prix de l'énergie qui a été, je pense, un facteur déclenchant pour beaucoup. Et ce sujet-là, ça nous invite à penser autrement la façon de concevoir nos villes, nos territoires, partir du déjà là, reconstruire sur la ville, donc ils sont des enjeux très importants, et puis décarboner, passer à des énergies renouvelables au maximum notre patrimoine. Nous, on a un patrimoine d'1 100 000 logements. On a lancé et on met en œuvre depuis maintenant bientôt 2 ans un plan de décarbonation massif. Et ce plan, c'est réhabiliter 40 000 logements chaque année, des changements de vecteurs énergétiques, de l'intégration aussi de stockeurs de carbone. Donc toute cette dynamique, en fait, on ne peut pas la stopper. Donc il ne faut pas que les incertitudes actuelles ralentissent cela. Et c'est pour mieux loger nos concitoyens. Et puis là, on parlera avec les 2 exemples aussi d'un volet qui nous tient à cœur, qui est le volet économique. Comment on accompagne les territoires en croissance économique, la réindustrialisation. C'est aujourd'hui, nous on le dit chez Action Logement, il ne peut pas y avoir de plein emploi sans plein logement, et donc tenir compte des besoins de ces entreprises et réussir à connecter le temps du logement avec le temps de ces projets industriels. Et ça, c'est des vrais challenges pour beaucoup de territoires aujourd'hui, de pouvoir adapter cette offre je dirais au plus près du terrain. Alors justement, pour adapter au plus près du terrain, comment vous fonctionnez? Vous avez un maillage territorial important chez Action Logement, par direction, etc. Vous êtes au plus proche des territoires? Oui, alors nous, on fonctionne avec un réseau où, d'un côté, on a un réseau d'une 50aine de filiales sur l'ensemble du territoire, aussi bien en métropole qu'en outre-mer. Et puis, Action Logement Service a des délégations dans l'ensemble des territoires, toutes les régions, tous les départements, et avec des partenaires sociaux aussi qui sont au niveau des comités régionaux d'Action Logement, les interlocuteurs privilégiés des entreprises et des salariés pour offrir des solutions adaptées en matière de logement. Et un exemple récent pour dire qu'il y a quand même des choses qui se mettent en place, parce que il y a beaucoup de choses qui dépendent de l'État, mais il y a aussi des choses que la société civile peut mettre en place. Le dispositif de garantie Visale, depuis quelques semaines, il a été ouvert aux travailleurs saisonniers, qui était un besoin fort de loger ces travailleurs saisonniers. Et donc, ça apporte une solution de plus. Alors, on rappelle peut-être la garantie Visale, donc ça permet de pouvoir louer un logement. Un travailleur saisonnier peut louer son logement en ayant une garantie, en fait, sans besoin de demander les parents, les grands-parents et le petit gré, etc. Exactement. Donc c'est Action Logement qui est garant, en fait, et c'est je dirais le réseau de ceux qui n'en ont pas et la garantie de ceux qui n'ont pas de parents qui peuvent se porter garant. Et donc on a élargi même le type d'habitat qu'on peut garantir pour ces travailleurs, qui est, ça ne pallie pas, comment dire, le besoin d'offres de logements abordables. Donc il faut continuer à produire cette offre, la produire sans doute différemment. Donc ça, c'est un des grands enjeux de notre filière. Produire, transformer, être beaucoup plus sur le déjà là que sur ce qu'on a pu faire pendant des années en termes d'étalement urbain. Donc il y a cet enjeu-là. Mais ça apporte des solutions de sécurisation dont je pense notre secteur a besoin. Quel est votre principal défi aujourd'hui? Quel est le principal frein que vous aimeriez voir lever ou le principal défi que vous devez relever aujourd'hui? D'arriver à produire plus de logements, c'est-à-dire de faire repartir ce secteur-là et plus de logements à des prix abordables. C'est vraiment la grande priorité, et celle aussi du changement climatique, c'est-à-dire de ne pas prendre de retard sur toute la décarbonation de notre parc, puisque derrière, ce sont des enjeux de bien-être et de santé pour les habitants.
Merci beaucoup Nadia pour cette introduction. Je vous propose de vous asseoir, de rester assise ici. Vous allez être un peu notre grand témoin pour cette partie d'échange. Je propose donc de nous tourner vers la Bretagne pour un premier retour d'expérience. Comment concilier attractivité du territoire, contraintes climatiques et besoins des habitants locaux. Et pour cela, je vais vous demander merci d'accueillir messieurs Jean-Yves Carrier, président du comité régional d'Action Logement Bretagne, et Dominique Kerven, directeur des ressources humaines du groupe Piriou. Vous pouvez les applaudir. Et puis, vous pouvez applaudir Nadia. Bonjour messieurs, merci d'être à nos côtés. Comme évoqué, je vous le disais, donc Philippe Gustin, préfet de Bretagne, devait être avec vous pour cet échange, mais malheureusement le contexte électoral que vous connaissez en a décidé autrement. Je ne me ferai bien sûr pas son porte-parole, mais pour commencer, on peut rappeler que le diagnostic d'une crise du logement en Bretagne a été posé lors des assises régionales du logement organisées le 2 février dernier à Quimper, à l'initiative justement de monsieur le préfet Gustin et en lien avec le président du conseil régional. La Bretagne est confrontée à une tension de plus en plus forte de son marché immobilier. La région est attractive, hein, vous le savez, tant pour les étudiants, les actifs que pour les retraités, les touristes. L'après-Covid a également accéléré les volontés d'installation, même si cela reste contrasté, bien évidemment, en fonction des communes. Mais les besoins en logement ont explosé ces derniers temps. Le marché locatif est saturé et notamment grévé par la location touristique. Qui dit exposition des demandes dans un contexte de rareté des offres, dit explosion des prix. Voilà pour peut-être un petit tour déjà d'horizon très rapide, mais peut-être Monsieur Carrier, voilà, vous êtes président du comité régional Action Logement Bretagne. Ce contexte forcément doit peser aussi tout autant sur les entreprises, car le territoire est dynamique, on le disait. Quelle est votre vision aujourd'hui du logement sur votre territoire ? Oui, bonjour. La vision du logement, elle rejoint ce que vous indiquez à l'instant. Première chose, c'est qu'on a effectivement un département, enfin une région très attractive, puisque la région Bretagne accueille 20 000 nouveaux habitants en net par an. Donc c'est très significatif, avec un dynamisme extrêmement marqué des entreprises, et on aura un beau témoignage tout à l'heure. Donc des créations d'emplois et donc des besoins de logement évidemment. Et puis s'ajoute à ça aussi un desserrement des ménages, comme on le vit partout, mais qui est encore supérieur en Bretagne à ce qu'il est au niveau national. Donc ça, c'est le premier constat, c'est cette attractivité, ce dynamisme qui crée un besoin fort de logement. Face à ça, on a une offre qui aujourd'hui a du mal à suivre, offre qui a du mal pour des raisons qui ont déjà été évoquées, mais en termes de logement social, il y a 100 000 demandes en attente, donc on n'a jamais atteint un tel niveau d'attente de logement. Fort heureusement, les 100 000 personnes ne sont pas à la rue, mais pour autant, ils n'ont pas le logement qui leur convient. L'accession sociale a aussi freiné de façon notoire. Et puis, les perspectives sur la construction, on l'a déjà aussi partagé, mais ne sont quand même pas extrêmement enthousiasmantes, en tout cas dans la période qui vient immédiatement. Donc ça, c'est un deuxième facteur. Et puis, un troisième facteur qui s'ajoute, qui est propre à la région Bretagne, mais aussi à d'autres, c'est la concurrence du tourisme, avec, pour nous, sur le littoral, beaucoup de résidences secondaires, et puis aussi la concurrence de tout ce qui est meublé touristique, qui est extrêmement marquée, avec là aussi des mesures qui se prennent. Et tout ça fait qu'on a une équation assez complexe à résoudre pour essayer de réunir les attentes des uns des autres et de faire coïncider l'offre à cette demande forte. Et donc c'est l'action qui est engagée par tous les acteurs de la région. Monsieur Kerven, donc vous êtes, alors c'est très étonnant, hein, vous êtes un peu notre invité extraordinaire de la journée parce que vous n'êtes pas acteur du logement normalement, vous êtes DRH du groupe Piriou, qui fait de Concarneau un haut lieu de chantier naval. Vous partagez cette vision, j'imagine, mais comment cela se concrétise pour vous, cette crise du logement, elle vous a touché particulièrement en tant qu'entreprise ? Alors, ce qui est peut-être important effectivement de signaler, alors, merci pour l'invité surprise ou bien le témoin un petit peu exceptionnel, et il n'en est rien en fait. Nous, groupe Piriou, on est une industrie de construction et de réparation navale. 1400 collaborateurs, 700 en métropole, et avec, comme vous l'avez dit, une croissance ces dernières années qui nous a amené à recruter plus d'une centaine de collaborateurs par an. Dès lors qu'on se trouve dans cette situation,
on ne peut plus recruter par les canaux habituels qui nous permettaient jusqu'à présent d'avoir un recrutement essentiellement régional. Donc on va recruter hors frontières de notre belle région Bretagne. Et quand on est dans cette thématique-là, enfin dans ce dispositif-là, nécessairement se pose la problématique du logement. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, Concarneau et les petites communes autour de Concarneau aujourd'hui sont des communes plutôt balnéaires, donc où l'on rencontre effectivement complètement les contraintes qui ont été évoquées par M. Carillet, à savoir les conséquences du Covid, où certaines personnes aujourd'hui sont venues travailler en Bretagne et s'y installent. Et donc du coup, cette nouvelle demande a fait monter effectivement le prix de l'immobilier. Et puis, le fait d'être dans une cité balnéaire, alors on dit qu'en Bretagne, il n'y a pas beaucoup de soleil, il y en a quand même beaucoup, puisqu'effectivement, des plateformes digitales louent aujourd'hui des appartements meublés à des loyers donc, hebdomadaires qui valent parfois plusieurs loyers mensuels que seraient prêts à mettre notamment les jeunes qui peuvent démarrer chez nous, nos alternants, etc. Donc effectivement, la problématique, nous la vivions de façon assez exceptionnelle ces 2 dernières années. Alors comme dans les valeurs de l'entreprise, il y a l'audace et la proximité et l'engagement, on s'est dit, nous, on va trouver une solution à cette situation. Vous avez osé. On a osé. Et du coup, on s'est dit, on va faire nous-mêmes. Puisque dans l'industrie navale, on a souvent effectivement ce trait de caractère de dire on saura faire nous-mêmes. Et puis quand on s'est renseigné, quand on a essayé effectivement de regarder s'il était possible de racheter pour ensuite rénover et proposer du coup à nos salariés, pas que les nôtres d'ailleurs, puisqu'on s'était aussi mis de mèche avec d'autres industries. Oui, parce que finalement, cette difficulté de ne pas réussir à recruter par manque de logement, ça touchait aussi d'autres. Exactement. Donc l'hôpital. L'hôpital, l'union des métiers et de l'industrie hôtelière, l'interprofession du port de Concarneau, où on a aussi d'autres entreprises que nous. L'Institut nautique de Bretagne, enfin un panel finalement de structures ou d'entreprises de la région. Et donc, quand on a effectivement de bâtir d'une certaine façon notre projet, au départ privé, entièrement privé, on s'est retrouvé avec un business plan qui malheureusement n'était pas viable. Alors, il était viable au sens, il nous permettait effectivement de développer une solution, mais qui n'était pas compatible avec les loyers espérés vis-à-vis de notre public cible. Et donc nécessairement, on s'est posé la question de la possibilité de continuer ce projet. Et nous étions déjà dans le cadre de ce projet et dans le cadre de relations avec Action Logement qui comment dirais-je, existe depuis longtemps et de façon très constructive. Et donc Action Logement a su nous mettre en lien finalement avec un bailleur social qui nous permet aujourd'hui d'avoir changé entre guillemets le type de projet, de passer d'un projet dit privé, entièrement privé, à un projet plus de partenariat avec nous comme initiateurs de ce projet, et on reste effectivement coordinateur de ce projet. On représente finalement toujours les structures et entreprises qui nous accompagnaient initialement, mais effectivement sont venus participer à ce projet, donc un bailleur social, l'OPAC de Cornouailles, Action Logement donc nous accompagne, une association qui a vocation effectivement à gérer les logements et à faire en sorte aussi de pouvoir proposer du coup aux salariés, après leur période transitoire d'essai ou après une période à durée déterminée, une marche ou enfin une orientation vers un logement plus pérenne. Il faut le rappeler quand même, donc ce sont des logements dont déjà vous avez dû trouver un terrain aussi. Alors c'est ça, mais ça fait partie peut-être des choses essentielles. C'est un frein sur Concarneau si vous n'êtes pas capable d'avoir le terrain. Et le terrain, en fait, nous, par rapport à la marque employeur Piriou sur Concarneau, en fait, on a réussi à trouver le terrain. Et le terrain, quand je parle de marque employeur, c'est du réseautage, puisque c'est la dame qui vend le terrain, en fait, à quelqu'un de sa famille qui travaille chez Piriou. Oui. Vous voyez, donc ça aide. Ça aide, mais c'est la Brace Connection. Voilà. Mais du coup, donc ce bâtiment va accueillir plusieurs logements, et donc ce sont des logements
provisoire en fait. C'est le passage en fait. L'objectif, c'est qu'effectivement, on soit dans un schéma de passerelle en fait. Hein, c'est des baux à mobilité entre guillemets déterminés. Hein. On imagine au départ quelque chose qui durera au maximum 1 an, éventuellement renouvelable. Mais on est vraiment dans un schéma d'accompagnement à l'arrivée sur le territoire. Pour des publics de toute nature, hein, puisque quand on parle effectivement de l'hôpital, ce sont des jeunes médecins, par exemple. Quand on parle de peer use, ça peut aussi bien être du personnel de production venant d'autres régions, donc des tuyauteurs, des soudeurs, des chaudronniers, que des jeunes en alternance. Et là, on retrouve tous les métiers classiques de l'alternance, que aussi de jeunes architectes, par exemple, navals, qui vont venir nous rejoindre pour participer au challenge de la construction des bateaux décarbonés. Voilà ce type de profil, ouais, ces entreprises qui sont en manque de salariés parce qu'ils n'arrivent pas à loger. J'imagine que vous en voyez souvent, en fait, finalement, vous aussi. Oui, effectivement, c'est une demande qui est très fréquente. Et donc, je disais que l'équation était complexe, et cette équation complexe à résoudre, il est important de la résoudre parce qu'il en va du développement des entreprises. Je trouve qu'elle nous rend intelligents. Et finalement, on a développé une intelligence autour des 3 thèmes que vous avez repris dans l'intitulé de ce début d'après-midi, que sont résilience, sobriété et dynamisme. Et moi, la résilience, je l'illustrerai au niveau d'Action Logement par le fait qu'on ne relâche pas l'effort de construction. C'est plus dur aujourd'hui, mais pour autant, Action Logement en Bretagne livre entre 1000 et 1200 logements par an. Donc, on n'a pas relâché l'effort. On réhabilite aussi des logements, ce qu'indiquait tout à l'heure Nadia. Donc, l'effort de réhabilitation est là. Et puis, bien sûr, on soutient les autres bailleurs. Et ça, cet effort de construction, alors c'est la ville dans la ville. Hein, évidemment, on est tous conscients des limites de consommation de terre. Mais cet effort de construction, il reste indispensable, quoi qu'on fasse. Ça, c'est vraiment pour nous le socle. À côté de ça, ça nous rend intelligents aussi parce qu'on a fait œuvre de sobriété depuis maintenant quelques années. Premier exemple de sobriété, c'est Action Cœur de Ville, où on s'est dit finalement il y a plein de logements vacants, et y compris dans les villes côtières, ces logements vacants, remettons-les sur les marchés. Et Action Logement a été un acteur important d'Action Cœur de Ville. Sur la seule région Bretagne, là aussi, c'est 1200 logements remis sur le marché. Dans la foulée d'Action Cœur de Ville, on lance Louer pour l'emploi. Louer pour l'emploi, ça touche 15 villes en Bretagne et une dizaine de villes balnéaires. Et là, ça s'adresse à des propriétaires privés pour leur redonner envie de mettre sur le marché un logement, un appartement, en les aidant en financement, en les aidant en subvention et aussi en les accompagnant. Donc ça, c'est une démarche de sobriété et je trouve qu'elle est extrêmement heureuse, cette démarche-là. Et puis, il y a une troisième démarche qui illustrerait plus le dynamisme, c'est une démarche d'innovation. Avant, on avait une vision du logement qui était standard, donc on construisait effectivement pour 50 ans, et il faut toujours le faire. Mais aujourd'hui, face à des demandes comme la demande du groupe Peer You, on est obligé donc de voir les choses différemment et de se dire il faut construire moins cher. Il faut construire plus vite. Du logement construit en 5 ans, ça ne passe plus par rapport à l'urgence du moment. Donc il faut savoir construire en 2 ans. Et on a aujourd'hui une dizaine de programmes d'innovation qui sont soutenus par Action Logement, qui visent à de la construction modulaire, parfois de la construction en bois, donc de la construction qui est complètement bio, si je puis le dire, et de la construction qui s'adapte à des publics qui ont pas forcément de gros revenus, donc ils ne peuvent pas accéder à des logements trop conséquents. C'est le public de saisonniers, c'est le public d'alternants, c'est le public de jeunes actifs. Sans pour autant renier sur la qualité du logement qui va les accueillir. Mais la qualité est là, et c'est du RE2020, hein, ça n'empêche pas, mais c'est une construction différente, et qui se fait très rapidement, et ça répond à des besoins ponctuels, sur des villes où on n'a pas forcément pu anticiper le besoin. Quand on est sur des grandes métropoles comme Rennes et Brest, on sait à peu près à quoi s'en tenir. Quand on est sur Concarneau, sur Redon, sur Morlaix ou autres, c'est beaucoup plus difficile de le faire. Alors que là, on répond en 2 ans à un besoin immédiat, avec une solution adaptée, temporaire, mais adaptée à un besoin du moment. Alors justement, Monsieur Carven, où en êtes-vous de votre projet? Parce qu'on dit, voilà, ça prend quand même du temps, finalement. Alors, oui, et nous, on souhaite, puisque entreprise privée, on souhaite un petit peu bousculer effectivement le calendrier. Quand on nous a dit 5 ans, on a dit que ce n'était pas possible de faire aussi long. Un bateau, ça se construit en 18-24 mois. On souhaitait être dans cette dynamique-là. Donc, ce qui a été comment dirais-je, validé, c'était
d'aller assez vite sur la notion de financement. Hein. Donc, on a terminé notre projet de financement. Aujourd'hui, la promesse d'achat a été signée au niveau du bailleur social et le permis va être déposé là, dans les jours, semaines qui suivent, avec un objectif après derrière de réalisation du coût de la construction courant 2025 pour une mise en exploitation mi-2026. Parce que du coup, oui, le temps de l'entreprise n'est pas celui de la construction ni celui du politique, mais finalement, ben voilà, vous avez eu un besoin pendant un temps donné avec un afflux de recrutement à faire. Est-ce que si ce recrutement baisse un petit peu, on pourrait s'inquiéter du fait que cette construction ne sorte pas? Comment vous envisagez ça? Alors aujourd'hui, nous, on a ces recrutements qui sont là, qui sont entre guillemets récurrents. Donc on pousse, hein, on lâche pas le sujet à quelque niveau que ce soit. Aujourd'hui, on a plutôt un rôle effectivement de coordinateur, comme on l'a dit. Nous ne sommes pas les sachants. Hein, donc il a fallu apprendre beaucoup pour ce qui nous concerne. C'est ça la difficulté pour vous? Ça a été la principale difficulté de passer? Oui, parce que quand vous avez au départ une initiative qui est entièrement privée, vous dites bah voilà, je vais racheter tel immeuble ou telle construction déjà existante et je vais y faire ça et j'aurai entre guillemets tous les logements qui seront construits. Bah, vous passez après derrière, vous rencontrez Action Logement qui vous dit nous on va bien vous accompagner, mais en fait l'État nous dit bah voilà, nous de toute manière il y a aussi des règles qui existent, il y a des schémas de préemption, etc. On a l'impression au départ de se faire un petit peu déposséder de la belle idée qu'on avait eue. Et en fait en discutant avec chacun mettant sur la table son expertise et étant capable de dépasser aussi souvent son seul aspect réglementaire, on arrive en fait à trouver des solutions. Et donc là, si le premier levier, c'est le terrain, le second levier pour nous, c'était l'expertise technique qu'on n'avait pas et qu'on a trouvé auprès des sachants, qu'on trouve aussi auprès des aidants, puisqu'on est accompagné d'un point de vue financier par des partenaires comme la mairie, comme la communauté agglomération de Concarneau, etc. Mais après, derrière, c'est la confiance, en fait, parce que quand vous venez d'un autre monde que celui de la construction et de l'immobilier, il y a beaucoup de choses qui sont extrêmement nouvelles pour vous. Et il faut être capable de faire confiance. Il faut être capable de faire confiance à des personnes donc, que vous ne connaissiez pas beaucoup, pour certaines un petit peu mieux avec Action Logement qui nous avait aidés sur nombre de sujets. Mais nous, quand on se retrouve face à un bailleur social, au départ, on ne parle pas forcément le même langage. Et avec les élus aussi, il faut aussi pouvoir... Les élus aujourd'hui, je dirais que plus les élus sont de proximité, moins c'est compliqué, puisque Piriou à Concarneau, c'est quand même assez important. C'est vrai que vous avez un certain poids dans la ville, finalement. Donc la mairie, si vous voulez, est un partenaire depuis longtemps. Pareil, la communauté au niveau de l'agglomération, c'est la même chose. Mais effectivement, après, derrière, quand on va vers la région, quand on va vers le département, c'est parfois un petit peu plus difficile de trouver une oreille attentive sur un projet pourtant novateur où on pense, nous, qu'on fait preuve d'innovation sociale, en fait, pour permettre justement d'ancrer des emplois sur le territoire. Donc, c'est toute cette musique qu'il nous faut savoir jouer au fur et à mesure des rencontres que nous programmons avec les uns et les autres pour continuer à faire vivre ce projet. Monsieur, oui, quels autres peut-être freins vous pourriez identifier aussi sur le terrain? Voilà, comment est-ce que ça se passe aujourd'hui? Quels freins vous identifiez? Le besoin même déjà d'arriver à identifier véritablement le besoin au bon endroit? Ça, c'est toujours une difficulté, c'est la difficulté d'anticiper, parce que quand on parle du temps normal de 5 ans, une entreprise ne sait pas forcément 5 ans avant qu'elle va créer beaucoup d'emplois. Hein, ça arrive ça dépend des commandes, spontané, ça dépend des commandes, donc tout n'est pas prévisible. Donc ça, c'est une des difficultés constantes qu'on a. Bon, on essaie d'y remédier en s'appuyant aussi sur toutes les connaissances qu'ont chacun des bassins de vie, des bassins économiques. Donc Action Logement a cette particularité de mailler vraiment le territoire et d'être à l'écoute en permanence des besoins identifiés. Et puis on est aussi à l'écoute de toutes les bonnes idées. Aujourd'hui, le logement, il n'y a plus de solution unique. On voit bien que c'est une multitude de solutions et on le voit vraiment dans les projets innovants. On en soutient à peu près une dizaine en Bretagne. Enfin, il y en a au moins 5 ou 6 de validés. Et puis j'espère que Nadia va œuvrer pour que les 4 autres le soient aussi. Mais ces idées, elles sont très diverses, elles émanent de structures différentes, parfois d'entreprises donc, comme Dominique dans le groupe Piriou. On a eu aussi le groupe Yves Rocher qui a transformé un EHPAD en tiers-lieu et en résidence à accès facilité. Il y a des projets de tiny house à d'autres endroits. Il y a vraiment des projets qui émanent de collectivités, d'entreprises, même d'associations.
Et il faut être à l'écoute, et notre rôle, on est bien sûr un opérateur, mais c'est aussi d'être un facilitateur, un coordinateur. C'est le rôle qu'on a essayé de jouer avec le groupe Piriou pour, là aussi, rassurer, faciliter, aider les choses, parce que le logement, ça ne s'improvise pas. Et donc, d'une belle idée au départ qui était très noble, l'entreprise Piriou, elle est spécialisée dans les bateaux, et on lui envie son expertise, mais le bâtiment, c'est autre chose. Et donc là aussi, il faut s'appuyer sur les acteurs qui connaissent, et Action Logement joue aussi ce rôle d'accompagner et de faciliter. D'autant plus qu'aujourd'hui, on le voit bien que les usages changent aussi. Donc, il faut réussir à faire des logements qui soient aussi adaptés aux besoins et à la typologie de personnes qui vont y vivre. On voit qu'il y avait beaucoup de maisons individuelles, je crois, en Bretagne. C'est quelque chose qui est quand même très ancré, qui a aussi cette nécessité de transformer des grands logements en plus petits logements. Tout ça aussi, il faut avancer là-dessus. C'est effectivement culturel, donc la Bretagne se distingue sur le sujet, et donc c'est pas très glorieux. Tout le monde aspire à être propriétaire, et donc c'est le pavillon à 70% des cas. Donc c'est sûr que ça, c'est un monde révolu. Et là aussi, aujourd'hui, on fait des très belles choses de façon différente, très agréable aussi à vivre. Donc on a besoin de convaincre. De la même façon, on nous apprend, dès qu'on commence à rentrer dans la vie active, que la réussite, c'est la résidence secondaire. C'était vrai hier. Aujourd'hui, la résidence secondaire qui est utilisée 15 jours par an, quel est le sens de ce genre de projet? Donc, et ça aussi, ça cannibalise tout le logement sur le littoral. Donc si on veut maintenir un littoral actif, vivant, et on sait qu'aujourd'hui toute la population aspire à vivre à 30 km des bords de mer, il faut que les logements soient disponibles. Donc ça, c'est des éléments de culture, mais on n'est pas les seuls à devoir œuvrer sur le sujet. C'est un travail collectif pour bien montrer que les enjeux de demain ne sont pas ceux d'hier, donc on doit progresser là-dessus. Sans compter en plus des règlements climatiques qui fait aussi beaucoup de difficultés, le trait de côte, etc. Ça, c'est des Tout à fait. Alors la Bretagne a la chance d'avoir des bonnes falaises sur une partie, donc on est un peu moins sujet à la consommation du trait de côte et à la submersion, mais ça peut arriver quand même, donc attention. Alors peut-être vous vouliez rajouter quelque chose, monsieur? Enfin, moi, j'ai l'habitude, quand je parle de ce projet, d'utiliser une formule que j'emprunte à Sénèque qui disait « Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles ». Et je crois que nous, comme vous l'avez dit au départ, Pauline, on a osé, entre guillemets, se lancer dans un challenge qui, au départ, n'était probablement pas le nôtre, ou ne pouvait pas être le nôtre au regard de notre expertise. Mais en final, par le biais des rencontres et des expertises que l'on a su rencontrer, le projet, finalement, va vivre. Aujourd'hui, nous, on parlait au départ d'une trentaine de logements, on est à 45, puisque quelque part, l'expertise qu'on a rencontrée nous permet aujourd'hui aussi peut-être d'avoir une quinzaine de logements supplémentaires. Et donc, il faut être capable, effectivement, d'oser et de savoir s'entourer, effectivement, des bonnes volontés qui doivent, chacune dans leur domaine, dépasser leurs dispositions réglementaires et leur obédience réglementaire pour justement se fixer l'objectif commun, je le répète, de l'ancrage de l'emploi sur le territoire. Et qui dit emploi aujourd'hui, dit logement. Je reviens sur ce qui a été, comment dirais-je, communiqué par Nadia au départ de notre intervention. Merci beaucoup. Peut-être un dernier mot, Monsieur Carrier. Ce serait quoi votre grand message aujourd'hui que vous aimeriez? Il faut continuer à être innovant, il faut continuer à avancer. Le grand message, c'est qu'il y a une grappe de solutions, donc à nous d'activer tous les leviers. Et plus que jamais, travaillons en collectif, parce que c'est comme ça qu'on arrivera à résoudre cette équation. C'est la seule façon de le faire. Nadia, peut-être un petit mot sur ces premiers témoignages. Déjà, on est très fiers d'accompagner ce projet. Je pense que vous avez dit des choses très importantes. C'est un métier de construire, de gérer, la gestion locative. Et c'est vrai que l'équation économique n'est pas simple si on veut réussir à faire des logements à bas loyer. Et donc, c'est toute l'importance de ce rôle de lien qu'on peut avoir. Et je dirais, qui de mieux que les entreprises connaissent leurs besoins de recrutement et qui de mieux que les salariés aussi connaissent les besoins des salariés. Donc ça, c'est le rôle aussi de nos partenaires sociaux qui nous aiguillent là-dessus. Deuxième point très important, le foncier dans ces zones ultra tendues, donc, et qui va devenir de plus en plus complexe, d'où l'importance aussi de cette alliance locale, de cet ancrage local des entreprises qui sont nos clients, parce que c'est vous qui êtes aussi au cœur de ça. Et troisième
Troisième point, c'est la rapidité en fait. Donc ce qu'on voit dans ce type de marché du travail où il y a très peu de chômage, donc on est obligé de faire venir des gens de l'extérieur pour venir sur ces besoins de recrutement. Ça se retrouve aussi dans d'autres territoires qu'on a accompagnés. Je pense à la Vendée, à Chambéry, où on a pu en 14 mois monter une dizaine de maisons. C'est des 3 pièces en bois, modulaires, bas carbone, et franchement ça se voit pas que c'est du modulaire. Exactement le même concept. On vient pour 1 an au maximum, le temps de sa période d'essai, le temps de s'installer sur la région, parce qu'en Vendée, voilà, très difficile effectivement d'avoir un accès tout de suite. Sans renier sur la qualité, j'insiste parce que c'est souvent ce qu'on dit. C'est très qualitatif. Voilà, on parle logement modulaire, on les voit tous dans des cages à lapins. Non, c'est vraiment ce sont des vrais projets. Donc, Pontarlier, donc de l'autre côté de la France, également zone super tendue, une entreprise qui a les mêmes difficultés. Et là, la question posée, vous avez un terrain? Bah oui, ils en avaient un. Donc là, c'est des tiny houses qui ont été mises là, fabriquées d'ailleurs en Loire-Atlantique. En moins de 12 mois, le projet a vu le jour et ça permet aux stagiaires, aux gens qui arrivent, de rester. Alors c'est très temporaire, c'est pas un habitat qui se veut pérenne, mais ça offre des solutions. Et donc on pense que derrière ça, il y a un enjeu d'aller vers un statut de ces résidences à vocation d'emploi qu'on pourrait multiplier, parce que ça répond aussi à ces besoins, je dirais, de première arrivée sur un territoire, et ça permettrait de les démultiplier de façon plus importante dans beaucoup d'autres territoires. Bien sûr, alors c'est vrai, on ne l'a pas évoqué, mais Monsieur Kerven, donc c'est un premier passage, et après les employés qui sont logés là sont accompagnés ensuite dans leur recherche d'un logement plus pérenne s'il est besoin. C'est vrai qu'on l'a oublié de le préciser. Non, c'est exactement ça. C'est de la même façon. Aujourd'hui, nous se posait la question si on était parti dans un schéma privé de la gestion de ce logement, et là encore, ce n'est pas notre métier. Et donc aujourd'hui, dans les partenariats qui sont noués autour de ce projet, il y a un bailleur social, il y a effectivement des financeurs, et puis il y a une association qui s'appelle L29, dont la mission effectivement est de gérer ces logements, mais en même temps d'accompagner nos salariés vers une recherche effectivement de logements plus pérennes. Alors, c'est moins le cas quand on parle de salariés en alternance, quoique. Une alternance, ça peut déboucher sur un CDI. Mais pour des salariés qui arrivent directement en CDI, c'est de les aider effectivement pendant leur période d'essai à aussi s'orienter vers un logement plus pérenne. Merci beaucoup, merci à tous les trois. Vous restez avec nous. On va se tourner maintenant vers les Hauts-de-France, une région emblématique, s'il en est, de l'industrie, qui, après avoir connu des transformations profondes liées à la désindustrialisation, connaît aujourd'hui un regain sans précédent du fait de la volonté de réindustrialisation de la France. Et qui dit redynamisation économique et création d'emplois, dit besoin de logement. Et pour en parler, merci beaucoup d'accueillir Christophe Van Hersel, directeur général Flandre Opale Habitat. Bonjour monsieur, merci beaucoup d'être avec nous. Nous élargissons le cercle et donc nous partons de l'autre côté, dans cette région des Hauts-de-France, donc territoire de réindustrialisation. Et peut-être pour commencer, les besoins en logement aujourd'hui sur le Dunkerquois. Dans quel contexte opère ce développement et quel est son impact sur le secteur du logement? Alors, on parle effectivement beaucoup de Dunkerque sur la réindustrialisation. Effectivement, on connaît une grande période de transformation. Et pour donner quelques éléments de contexte, on a beaucoup parlé de la vallée de la batterie, mais Dunkerque n'est pas que la vallée de la batterie. Il y a aussi 2 EPR. C'est grosso modo 25 projets industriels qui verront le jour à Dunkerque, pour un investissement quand même industriel d'à peu près 30 milliards dans les 10 prochaines années. Alors, à quelques années près, bien entendu, il y a toujours un petit peu de variation, mais c'est quand même grosso modo 25 projets pour 30 milliards d'euros d'investissement, avec une spécificité qui avait été annoncée dès le début par les autorités locales. On va faire des usines sans parking, qui va aussi impacter différemment, je dirais, l'aménagement urbain et les réponses qu'on peut apporter. Et quand on est sur cette taille de projet qui va avoir la création grosso modo de 20 000 emplois directs, alors je suis toujours prudent avec les chiffres parce qu'on parle de 34 000 emplois en intégrant les emplois induits et indirects. Tout ça c'est relatif, ça nous donne une échelle, on va dire, de projet qui est quand même
astronomiques, seront impactés, le commerce, la santé, l'éducation. Oui, parce qu'évidemment, il faut penser aux crèches, il faut penser à l'école, il faut penser à l'hôpital, il faut penser à tout ça aussi. Hein. C'est pas que le logement. Voilà, bien entendu, nous on regarde le logement, ce qui est notre cœur de métier, mais je dirais on le regarde même de deux façons et on l'oublie pas. On le regarde sur l'aspect de la mobilité du logement. Comment on construit à proximité ou en facilitant le lien vers l'emploi. Mais tout ça, ça s'inscrit dans un contexte local. Ce contexte local était marqué les années précédentes. On perdait grosso modo sur l'agglomération dunkerquoise pendant 10-15 ans 1000 habitants par an. On a vécu des transformations, la désindustrialisation, même si ça s'améliore depuis quelques années et on a déjà quelques indicateurs qui marquent cette amélioration et ça pose le contexte. Aujourd'hui, à Dunkerque, alors je suis une filiale, un bailleur social, on va dire, je n'ai plus aucun logement vacant commercial. Tous mes logements sont mon délai de rotation, de relocation dans le parc est à 6 jours. On est en dessous des standards forcément nationaux. On était considéré comme une agglomération, on va dire, peut-être parfois un peu endormie. Aujourd'hui, on a cette vraie dynamique se traduit déjà dans les faits. On a un taux de rotation qui est passé, on était à 12% avant le Covid, on est un petit peu au-dessus de 5% aujourd'hui. Alors, ce sont des indicateurs de tension et on a aussi des indicateurs structurels. On vit, comme partout en France, le vieillissement de la population. J'ai des types 5 à Dunkerque, donc les grandes typologies. Aujourd'hui, un type 5 sur 2 à Dunkerque est vacant. Ce sont des éléments de contexte importants qui caractérisent ou qui donnent une estimation du besoin en logement pour accompagner l'arrivée de nouvelles populations et aussi accompagner les Dunkerquois qui y vivent, parce que c'est aussi une attention particulière. Une partie, nos clients existent déjà sur le territoire, une partie des futurs embauchés des gigafactories existent déjà sur le territoire. Et alors l'INSEE, la sous-préfecture, la communauté urbaine de Dunkerque ont fait mouliner beaucoup de modèles mathématiques pour définir un nombre de logements, grosso modo. Hop, c'est là que je passe. Donc là, le slide sur les 20 000 emplois. Grosso modo, c'est 12 000 logements à construire sur les 10 prochaines années. C'est forcément pas linéaire, avec un pic dans 4-5 ans, on va dire, de besoins en logement. Pour donner quelques indicateurs, c'est 3 fois ce qu'on produit aujourd'hui. Le besoin à 1200 logements par an, c'est grosso modo 3 fois ce qu'on produit. 3 fois ce qu'on produit aujourd'hui. Ah oui, c'est énorme. C'est astronomique comme effort. C'est un sacré défi. C'est un sacré défi. C'est un peu, ça fait peur un peu aussi. Alors, ça fait peur et il faut aussi l'inscrire dans le contexte national. C'est aussi sur la région des Hauts-de-France, sur le Nord-Pas-de-Calais, c'est aussi une bouffée d'oxygène pour tout notre environnement économique. On en parlait des promoteurs ce matin, des modes de partenariat. Il faut qu'on puisse aussi, les promoteurs sont des partenaires pour répondre à cette demande de logement. Et aujourd'hui, la crise, on va dire, du logement national qu'on vit et régional est un phénomène qui nous aide, mais qui complexifie aussi le sujet parce que l'accession libre à la propriété est aussi en panne. Et ces modes de partenariat, quand la partie libre du projet ne peut pas être réalisée parce qu'elle ne se commercialise pas, la partie sociale du projet est plus compliquée à monter également. Voilà un petit peu pour ces éléments de contexte. Ces éléments de contexte. Alors du coup, comment est-ce que vous répondez, vous, en tant que filiale d'Action Logement, à cette demande nouvelle? Comment est-ce qu'on anticipe et qu'on agit? On répond de deux façons. Il faut mieux, la réponse au logement existe déjà, au moins en grande partie. Il faut mieux utiliser les logements qu'on possède actuellement. Je disais qu'un type 5 sur 2 est vacant. On a mis en œuvre un plan de contact de nos locataires, de nos clients. On va à leur rencontre, on profite de la diminution de la rotation qui dégage parfois un petit peu de temps chez nos chargés de clientèle, notamment chez nos commerciales, pour aller vers nos clients, les questionner pour savoir pourquoi ils restent dans leur logement. Alors, ce n'est pas une réponse absolue, on va dire. Hein. Le taux de résultat, grosso modo, on arrive à convaincre d'une mobilité accompagnée. Hein. On est à l'écoute de notre client et on l'accompagne dans sa mobilité résidentielle. Je dirais grosso modo, notre taux de réussite est de 10%. Ce qui est en soi pas si mal que ça, et ça nous permet aussi de mieux connaître nos clients pour pouvoir donner une réponse dans les années ou les mois qui viennent. Mais à court terme, le taux de réussite est de seulement 10%. Et après, on construit beaucoup. On suraccélère, pour reprendre l'expression locale, la production de logements.
on est bien accompagné par le groupe sur cette démarche d'intensification de la production. On a posé un point géographique sur le bassin industriel de l'Ouest dunkerquois et on a regardé les disponibilités ou les possibilités de construction à 30 minutes de transport autour de ce point géographique. Et grosso modo, on a l'intention de produire 700 logements par an sur les 3 prochaines années. Et je suis toujours un peu effrayé par les chiffres astronomiques qu'on peut se donner. Et ce qui est important, c'est de savoir où on va et de se donner, donc regarder loin et agir aussi pour du court terme. On a cette agilité pour se dire on construit sur les 3 prochaines années et on va voir ce que ça donne en termes d'occupation, en termes de quartier, en termes de vie dans les quartiers, dans les communes, ce qu'on va construire, ce qu'on va réaliser. C'est un petit peu cette donne. Il y a une vraie coopération aussi qui s'est mise en place entre tous les acteurs du terrain. Alors effectivement, charité bien ordonnée construire pas soi-même, on affirme notre dynamisme, mais je dirais à Dunkerque, comme probablement dans beaucoup de territoires en France, on chasse en meute. Et cette coopération territoriale qui est aussi poussée aujourd'hui par les acteurs publics nous amène à nous associer avec un office, et je dirais c'est interfamille aussi dans le monde HLM, avec un office et une autre SA d'HLM, pour faciliter le montage de projets, pour être un interlocuteur fiable vis-à-vis de la commune, qui déniche, qui identifie des propositions foncières pour dire ensemble, on arrive à être plus réactif, à être plus rapide dans l'étude des dossiers. Et on a une idée derrière la tête qui est aussi de mieux se concerter pour toper des projets de plus grande taille. On est dans une agglomération de taille qui fait un petit peu moins de 200 000 habitants. Nos projets étaient entre 20 et 40 logements de façon spécifique. On ne peut pas rester avec des projets, produire 12 000 logements, enfin 40% de logements sociaux sur ces 12 000 logements, et garder des tailles de projets aussi modestes. La coopération multibailleurs nous permet d'augmenter la taille de nos projets, de mieux coordonner aussi nos maîtrises d'ouvrage. L'idée qu'on a derrière la tête, c'est assurer la conduite d'opération, de passer un groupement d'achat pour passer nos marchés de travaux sur des opérations de plus grande taille. Cette coopération nous permet d'aller plus vite. Alors justement, c'est aussi le facteur temps qui est le plus important. Pour aller plus vite, quelles sont les contraintes aussi que vous souhaiteriez voir levées peut-être? Comment faire pour aller plus vite? Alors, vous me questionnez sur les aspects à faire lever ou à faire bouger. Alors, moi, j'identifie 3 sujets particuliers. Je parlais dans le parc existant. Pour répondre plus vite, il faut lever des aspects réglementaires. Aujourd'hui, l'aspect réglementaire sur le traitement de la sous-occupation est un frein parce qu'à chaque fois, il faut demander une autorisation. On est en France, on aime bien la réglementation. Parfois, on devrait faire un petit peu plus confiance et alléger ces échanges réglementaires qui, au final, ne servent à rien. Ensuite, nous faire confiance sur le mode constructif. Je parlais de partenariat, notamment avec les promoteurs. Il faut qu'on puisse plus naturellement faire partie du projet, notamment en nous intégrant, la famille du logement social dans les SCCV plus facilement. Quand un opérateur a un foncier qui va nous délivrer une VFA en bloc, si on arrive à être partenaire dans la SCCV, on est gagnant sur le suivi du chantier, sur l'appropriation de l'immeuble, sur le contrôle. On a des équipes, on parlait que la proximité est importante dans nos métiers. Quand on construit, le fait d'avoir un conducteur de travaux dont le bureau est à moins de 2 km de l'opération, c'est plus sympa et plus efficace que le promoteur dont le bureau est parfois à Lille. Il faut qu'on puisse être plus fort, des partenaires plus puissants dans les SCCV. Et enfin, on a donné des grands chiffres et on parle du logement classique et il faut aussi parler des populations qui viendront en déplacement sur notre territoire. Et aujourd'hui, la réponse, notamment pour les salariés en mobilité, n'est pas suffisante. On a derrière la tête et il y a des sujets qui émergent par le biais du groupe qu'on imaginait, je dirais, un petit peu faire évoluer en termes de réglementaire au niveau national. Cette idée de résidence pour les salariés en mobilité qui nous permettrait d'avoir un contact direct, une réservation directe par l'entreprise qui réserverait 20, 30, 40, 50 logements dont on assurerait la gestion. Faciliterait le dispositif, on serait capable de le financer en LLI. L'idée, c'est de ne pas concurrencer l'offre hôtelière. Le salarié qui vient pour une nuit ou 2 nuits ira toujours à l'hôtel. Ce sera sa facilité. Nous, c'est l'idée d'offrir une prestation quasi hôtelière, mais de logement,
sur des demandes de logement qui vont je dirais, d'une semaine, 15 jours à 3, 4, 6, 10 mois, le temps que le salarié rentre dans son contrat de travail, fasse ses premiers pas dans l'entreprise ou sur le chantier en mobilité, le temps qu'il puisse faire venir sa famille. C'est grosso modo 13-14 mois pour avoir un logement social sur le Dunkerquois. Ce temps-là, il faut lui donner un accueil qui lui permet, dans cette période-là, d'avoir un logement digne. Hein. On a été confronté sur les grandes implantations industrielles à des modes de logement, on va dire, et si on peut parler ça de logement, hein, assez indignes. Il ne faut pas que ça se reproduise. Alors, donc on voit beaucoup d'avancées, et puis j'imagine aussi, vous pouvez avancer si vous le souhaitez. On parlait du mode constructif, et je voulais donner 2 petits mots sur le fait que... Je vous en prie. Il y a des friches immobilières, on a parlé de cœur de ville, vous avez parlé de cœur de ville. On a commencé à transformer nos maîtrises d'ouvrage pour arrêter de construire sur les champs, sur des zones agricoles. Et aujourd'hui, on arrive avec des cachets historiques, on a fait de la démolition, reconstruction, démolition partielle, reconstruction. On arrive avec des formes aujourd'hui urbaines qui nous interpellaient. On n'aurait pas forcément construit comme ça il y a quelques années, mais on a transformé nos maîtrises d'ouvrage et aujourd'hui, on arrive à requalifier des zones, des friches urbaines, industrielles parfois, qui sont dans nos cœurs d'agglomération. Et j'imagine en plus que là, pour le coup, les élus, ils sont à vos côtés, et ils ont besoin et envie, ils dynamisent aussi, ils vous aident aussi à trouver ces terrains, ils sont contents de voir cette dynamique nouvelle. Avec les collectivités, on a des discussions fortes autour d'un atlas foncier qui nous permet d'identifier des fonciers, de les travailler en faisabilité et de répondre à la collectivité. Alors avec le double échelon de collectivité, hein, l'interlocuteur premier reste le maire de la commune, mais l'intercommunalité est évidemment, je dirais, très influente et puissante dans la décision du programme immobilier. On parlait tout à l'heure, ou c'était ce matin, sur les questions de densification. Moi, j'ai un projet. Alors, somme toute, je dirais dimensionné de façon très pragmatique sur la commune de Bourbourg, qui a 3 minutes de Vercors à vélo. On est à 125 logements à l'hectare. Jamais, il y a 10 ans, on aurait accepté ça, et on réussit à le faire parce qu'on récupère un silo agricole. Et c'est la transformation de ce silo agricole qui permet de construire plus haut. On est sur un côté de la commune, on arrive à avoir une forme urbaine, à reprendre l'aspect historique de l'ancien silo agricole qui est en briques rouges, et à travailler cette densité pour offrir une offre de logement, je dirais, en nombre. Donc vous êtes plutôt optimiste? Déterminé. Déterminé. Nadia, peut-être un mot? Alors c'est un très bel exemple, Dunkerque. Un bel exemple quand tu parlais des freins réglementaires. Ça fait même pas 1 an que Dunkerque est considéré dans la fameuse zone B1. Grâce à un précédent ministre du Logement qui connaissait bien Dunkerque aussi, mais c'est un ministre, qui est le maire de Dunkerque, qui est le président de l'agglo, qui avait beaucoup anticipé ça avec les acteurs du logement. Donc il y a une convention, hein, tu l'as pas évoqué, mais où tous les acteurs sont autour de la table en fait, et tout le monde travaille ensemble pour relever ce défi, qui est un très très beau défi sur le territoire. Et effectivement, dans les blocages réglementaires, on ne pouvait pas avoir certains produits comme le logement intermédiaire à Dunkerque. Donc maintenant, c'est possible. Et très concrètement, ça a permis à des opérations aussi de pouvoir se faire. Après, il y a d'autres éléments qu'il va falloir encore faire bouger en fait pour réussir à démultiplier, à aller plus vite, parce que ce facteur temps, il est quand même... dans nos métiers, on a visité une opération sur l'agglo de Dunkerque il n'y a pas longtemps, chez toi. C'était assez symptomatique de ce qu'on peut voir dans le logement. C'est des projets qui vont durer, on va dire, 10 ans jusqu'à la mise en service, avec 8 ans de procédure et puis 2 ans de chantier, quoi. Et donc là, je pense que notre enjeu collectif, c'est peut-être que ces 8 ans de procédure, on arrive à les raccourcir. Et là, on va gagner... Je pense que vous mettez un gros période en face en lui disant, vous mettez en 8 ans, vous pourrez loger vos salariés, et vous dites, ça ne va pas le faire. Hein. Mais c'est pour ça, et je pense que ça, c'est tout le monde, hein. D'ailleurs, tous, on le sait collectivement, et c'est une accumulation d'un certain nombre de choses qui
qui sont dans le processus constructif, mais qui vont devenir de plus en plus durs parce qu'aujourd'hui, on va avoir de plus en plus de contraintes. Quand on a construit la ville, on le disait, de façon horizontale, là, l'enjeu, ça va être la verticalité. Donc, il y a un enjeu d'acceptation aussi, d'accompagner aussi les communes, les territoires pour monter un petit peu, mais on n'a pas le choix en réalité, parce que vous avez tout à l'heure, je fais un peu de pub, je crois un atelier sur la sobriété, mais je pense que ça c'est essentiel et transformer. C'est des très beaux exemples que tu montres ici. Et chez Action Logement, on a même créé une foncière de transformation immobilière qui est vraiment dédiée sur la transformation des bureaux en logement, puisque dans nos grands enjeux économiques, il y a aussi qu'il y a de moins en moins de bureaux. Aujourd'hui, le marché de bureaux est complètement stoppé avec les évolutions du monde du travail, davantage de télétravail. Donc tout le marché des bureaux neufs, aujourd'hui, il est bloqué. Et il y a un enjeu de reconversion de ces locaux qui sont vides. Et il faut profiter de ça pour effectivement construire sur ce qui existe et puis surélever quand on peut aussi au maximum. Et tout ça dans des délais plus rapide. C'est ça. Alors, il y a des contraintes réglementaires qui ont été levées. Alors, il y avait aussi beaucoup de simplifications qui devaient arriver, qui finalement sont pour l'instant suspendues. On a parlé aussi des territoires engagés pour le logement, où voilà, vous en faites partie. Donc voilà, tous ces freins. Mais finalement, est-ce qu'il faut toujours aller vers cette nécessité d'exception, ou est-ce que finalement, il ne faudrait pas réussir à en faire aussi la règle? C'est tout l'enjeu aussi. Tout à fait. Sur le partenariat public-privé dont parlait Christophe, c'est une évidence. Aujourd'hui, c'était dans le projet de loi sur le logement. On espère qu'il sera repris parce qu'il y avait beaucoup de mesures qui allaient nous permettre d'aller beaucoup plus vite sur ces partenariats. Merci. Vous vouliez rajouter, bien sûr? Allez-y. Quand vous parlez d'expérimentation, de dérogation, il y a des politiques comme territoire engagé pour le logement nous permet d'intensifier la réhabilitation du bâti ancien sur Dunkerque. Il y a des politiques qui, sur du très court terme, nous rendent quand même service dans l'adaptation et l'accélération de nos transformations. Merci beaucoup. Peut-être un dernier tour, vous vouliez rajouter quelque chose? Non. Ce que je vous propose, c'est de me tourner vers la salle. Peut-être avez-vous des questions pour nos orateurs? N'hésitez pas. Hop, je pose ça. Il faut juste que je vous voie. Oui, nous avons une question par ici. Je vais vous apporter un micro. Ah ben voilà, la demoiselle est là-haut. Je ne la voyais pas. On vous apporte un micro tout de suite. Michel Alain Picos, je suis ancien élu et je suis ICH de formation. Moi, je me pose une question par rapport à l'accélération des projets de logement en France. En gros, en France, entre le moment où on choisit un terrain et où on voit le projet sortir de terre, il faut une dizaine d'années. En Allemagne, c'est 4 ans. La raison, elle est simple. En Allemagne, les projets de permis de construire, on examine en même temps que le permis de construire les recours. Et les recours, pour pouvoir en faire, et ce qui évite les recours abusifs, on fait un dépôt de 50 000 €. Donc on n'a pas beaucoup de recours abusifs. Tous les recours sont des vrais recours. Et donc c'est une façon, à mon avis, d'accélérer la construction. Et aujourd'hui, c'est un vrai problème. Alors ça, c'est le premier problème. Le deuxième problème, c'est qu'en France, on a depuis un certain nombre d'années créé la pénurie. Et je m'explique. La pénurie, elle est créée à partir du moment où vous mettez des contraintes. Et les contraintes, elles sont de 2 ordres en France. Elles sont à la fois sur le prix plafonnées du montant au mètre carré et elles sont sur les loyers plafonnés. Il faut se souvenir, et peu de gens s'en souviennent, qu'à l'hiver 54, quand l'abbé Pierre lance son cri d'appel, eh ben c'est tout simplement la résultante de la loi de 48 qui plafonnait déjà les loyers. Et ça, tout le monde l'a oublié, et à commencer par les ministres qui ont été en charge sous les précédents gouvernements. Du coup, vous n'avez pas de questions. Si, je disais, donc il faut trouver une solution pour accélérer la construction, et je voulais savoir ce qu'en pensaient nos interlocuteurs. Trouver des solutions pour accélérer. On est d'accord. On est tous d'accord. On a peu de recours. Les délais administratifs, le cumul des délais administratifs sont très lourds et l'instabilité réglementaire. L'exemple donné par Nadia à Gravelines, on est juste à côté des fortifications de Gravelines. Plus de Pinel, l'arrêt du promoteur, l'ABF, etc., alors qu'on est capable de consulter tout le monde en même temps dès le début du projet, mais malgré tout, au moment où on dépose, il y a les délais administratifs d'instruction qui viennent s'accumuler.
Oui, donc ça ne changera rien. Et pour autant, les habitants aussi sont quand même associés à ces projets de développement. Vous le disiez, hein, que ils sont, enfin, voilà, ces projets ne sortent pas non plus sans les habitants. Vous vouliez rajouter? Non, mais je pense que là, effectivement, on associe de plus en plus les habitants. Et ça, c'est une très bonne chose. Mais après, il faudrait peut-être, du fait qu'il y ait cette association, finalement, laisser cette possibilité aux gens de s'exprimer en amont. Et du coup, à partir de là, pouvoir limiter les recours derrière parce qu'il y a eu cette association en amont. Mais ça, nous, on ne sait pas le faire aujourd'hui. Ça veut dire qu'à toutes les étapes, même s'il y a eu une concertation amont, vous n'allez pas avoir des remontées à ce moment-là. Et puis, ça arrive dans un deuxième temps avec effectivement un taux de recours abusif qui est quand même plus élevé que dans d'autres territoires. Peut-être une autre question pour nos intervenants? Oui, madame? Juste devant. À propos de Dunkerque, parce qu'on entend toujours les territoires en tension, et puis Dunkerque, Parlez bien devant le micro, sinon on vous entend pas. On a toujours entendu parler comme un territoire en déprise. Alors on a l'impression qu'à chaque fois, il faut intervenir en tension, ça, et dans les territoires de déprise. Et il n'y avait pas... Il est étonnant qu'il y ait... Alors on entendait parler des fameuses friches, etc. Et ce que vous dites reflète assez faiblement le fait qu'il y avait probablement des stocks, et des stocks de foncier, et des stocks bon marché. Voilà. On a toujours l'impression que l'État est là en soutien administratif, ce qui est totalement son rôle, mais on a l'impression du soutien financier de l'État à tous les étages, et ce qui paraît étonnant pour des territoires davantage en déprise. Bon, Madame Bouillet faisait allusion au zonage, etc., mais voilà. On a l'impression que la problématique est identique en Bretagne, à Dunkerque en Bretagne, alors qu'elle était a priori parfaitement différente. Oui, c'est vrai. Donc cette gestion des stocks existants, toujours à essayer de... Allez-y. Je pense que ce que Christophe a voulu montrer aussi dans cette diapo, c'est un des gros enjeux dans sa production, c'est de pouvoir reconvertir du bâti existant pour en fabriquer du logement aux normes d'aujourd'hui et qui répondent aux typologies dont ont besoin les salariés aujourd'hui. Donc c'est vrai que sa solution, elle n'est pas forcément sur du terrain vierge, hein, mais sur des bâtiments, anciens bâtiments industriels, anciens bâtiments qui ont pu avoir un usage de logement ou d'autres. Et ce qu'on a visité à Gravelines, c'était exactement ça. C'était un bâti existant dont ils ont pu garder d'ailleurs une partie de l'architecture. C'était un ancien collège. Enfin, c'était une ancienne école qui devait fermer, qui est partie se regrouper avec le collège qui était situé derrière le centre-ville à 300 mètres, et on a requalifié le bâti. Là, on est en haut à gauche, on est sur une ancienne usine de menuiserie. En haut à droite, au milieu, c'est de la chaudronnerie. Et en bas, on est sur un ancien bâtiment des douanes. Et en Bretagne aussi, hein, j'imagine, voilà, vous êtes à la recherche aussi de tous ces lieux, toutes ces friches, tout ce stock vacant. Oui, il y a des friches, peut-être un peu moins industrielles, mais il y a des friches médicales aussi. Ça, il y en a quand même pas mal. Et donc, ça permet de reconstruire la ville dans la ville. Hein. Et il y a aussi des projets de surélévation des bâtiments. Ça commence à arriver. Avec des techniques, notamment de construction en bois, on peut le faire et c'est compatible avec l'architecture. Donc, tout ça, ça fait partie des solutions innovantes qu'il faut explorer pour éviter l'emprise foncière, évidemment. Parce que tout le monde n'a pas le réseau du groupe Piriou pour trouver des terrains. Peut-être, oui, madame, une question. Bonjour, je suis architecte d'intérieur. J'ai une question. J'ai créé un département bois en 2006 et j'ai fait beaucoup de construction. J'aimerais savoir, madame, comment vous faites pour avoir les autorisations des habitations légères de loisirs. J'en ai fabriqué pendant 10 ans. J'ai eu des freins terribles et j'aimerais savoir comment vous arrivez à pouvoir les développer sur votre territoire. Moi, j'ai des obstacles et comment faites-vous? Si vous avez une réponse, je viens tout de suite. Alors, sur les deux exemples que je citais, effectivement, on n'était pas dans on a été à chaque fois dans des objets uniques qui ont dû demander des dérogations. Hein. Le projet de Vendée, pour le faire rentrer dans des cases, parce qu'on est bien sur de modulaires déplaçables, ça n'a pas été simple, mais on a eu l'autorisation par l'État, donc on a pu les conventionner. Sur les tiny house dont je vous parlais, là, il n'y a pas d'aide, en fait, du tout. Donc, en fait, là, on a abondé au niveau financier avec des fonds d'Action Logement, mais c'est
c'est vrai que ce n'est pas un modèle qui sera reproductible parce qu'on n'a pas réussi à le rentrer dans une case administrative simple. Hein. Donc cet habitat déplaçable, soit on arrive, comme en Vendée, à effectivement lui donner un statut quand même de logement, mais parce qu'il y a un engagement d'y rester un certain nombre d'années. Et là, bon, ça a pu se faire aussi parce que localement, c'était un projet porté par les entreprises, par l'État, par les collectivités locales. Donc on a l'ensemble qui a convergé pour réussir à obtenir ces autorisations. Mais de façon plus... Quand ce n'est pas connecté à des grands projets comme ça, dans le diffus, c'est très difficile. Vous voyez, par exemple, sur Seine-Nord aussi, on accompagne ce grand chantier avec des conteneurs qui permettent de loger les salariés qui vont être déplaçables en fonction de l'évolution de ce chantier. Mais là, on bénéficie de la procédure grand chantier qui nous permet justement de développer ce type de solution pour les salariés du chantier. Donc là où je vous rejoins, c'est que c'est pas aujourd'hui, c'est pas du tout quelque chose de simple en fait d'obtenir ces autorisations quand c'est pas lié à des projets économiques bien ancrés sur les territoires. Il faut toujours être accompagné. Vous vouliez rajouter quelque chose, madame ? Pour la construction en bois aussi, vous n'avez pas eu de frein pour construire en bois et qu'est-ce que vous avez utilisé ? La contrainte de la construction en bois, non, a priori. En surélévation, je veux dire, en surélévation. Ah, en surélévation. Non, en surélévation, maintenant, ça commence à être assez... on a des très très beaux exemples. C'est le plus simple, le bois en surélévation. Et donc là, on a des exemples à Saint-Malo, magnifiques, si vous voulez venir visiter. Et les logements, ils sont opérationnels. Donc on a rajouté 2 étages. Pareil, en Ile-de-France. Oui, on en voit de Paris, plus en plus. Et en termes de Nanterre. réglementation, c'est même rentré plus facilement. Monsieur, vous vouliez rajouter quelque chose ? Oui, mais comme j'ai le micro à côté de moi, je le prends. Donc Jean-Charles Huet, président du Conseil de l'Ordre des architectes des Hauts-de-France. Alors, désolé pour les gens qui représentent la Bretagne, comme je ne connais pas votre territoire, il m'est difficile de poser une question. Je vais bien sûr m'adresser aux Dunkerquois. C'est un sujet qui nous fascine, Dunkerque, aujourd'hui, par rapport à ce qui s'y passe. On va d'ailleurs organiser une table ronde cet automne autour des thèmes que vous avez commencé à aborder. Est-ce que vous pourriez expliquer quand même aux gens en plus, parce qu'il y a quand même une problématique à Dunkerque qui est l'inondabilité de certains terrains, avec les wateringues et les problèmes de mer, et de toutes ces friches industrielles qui sont quand même laissées un peu, pour l'instant, pas à l'abandon, parce que ce n'est pas le cas, mais il y a quand même un territoire énorme à occuper et qui est vacant quand même. Alors, une nécessité donc d'aller vers ces territoires un peu vacants. Donc, j'imagine ce que vous voulez dire, c'est que ça prend du temps aussi. Donc, en termes de dépollution, j'imagine que c'est des points que vous travaillez bien évidemment. Dans l'atlas foncier qu'on travaille avec les collectivités, on travaille 3 types de projets. Du projet qu'on est capable d'émerger à court terme, à moyen terme et à plus long terme, avec ces sujets-là, avec un point d'interrogation par rapport à l'aspect réglementaire et à la faisabilité réelle. Il est évident qu'il faut suraccélérer tout de suite et mettre les opérations les plus faciles en démarrage immédiat et regarder ces projets qui questionnent en termes de dépollution, en termes même d'acceptabilité par les habitants, sur des termes un petit peu plus lointains, pour permettre de les faire émerger avec plus d'études, plus de réflexion, plus d'acceptation par le territoire. C'est en cela que j'ai insisté sur le fait qu'on n'est pas sur une courbe linéaire où on produit 1200 logements par an, on est bien sur une démarche progressive avec, on a peu parler des logements pour les salariés en mobilité avec cet aspect d'adaptabilité des logements, mais on est sur cette réflexion on regarde à 10 ans, mais on répond à 3 ans. Et on répond à 3 ans, je dirais, de façon récurrente avec des comités de pilotage qui réamorcent des nouveaux projets, qui en concluent d'autres. Et on sait que les architectes seront bien sûr dans le lot parce qu'il faut réussir à imaginer tout ça et vous êtes très bien placés pour faire des logements de qualité. Peut-être une autre question ? Ce sera la dernière. Non ? Écoutez, merci beaucoup. Merci à vous tous. Vous pouvez les applaudir.